La directrice de l'école m'a appelé un jeudi matin de novembre. « Madame de Varenne, votre petit-fils est dans mon bureau. Il a été renvoyé. Vous devez venir le chercher immédiatement. » J'ai posé ma tasse de thé. J'ai regardé par la fenêtre les arbres nus du jardin. Et j'ai répondu avec le même calme que j'utilisais autrefois au tribunal. « Madame, je n'ai pas de petit-fils. » Un silence. Puis sa voix, tremblante cette fois. « Madame de Varenne, s'il vous plaît, venez vite, c'est urgent. » Elle a raccroché avant que je puisse protester. « Je m'appelle Justine de Varenne. J'ai 72 ans. Pendant 35 ans, j'ai été juge au tribunal de grande instance de Lyon. On me surnommait « la statue » parce que rien ne me faisait plier, ni les larmes, ni les supplications, ni les mensonges. Je rendais la justice, froide, précise, implacable. Mais ce matin-là, en montant dans ma voiture, mes mains tremblaient, parce qu'il y avait quelque chose dans cette voix. Quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Et la pitié, je ne la supportais pas. L'école Saint-Michel se trouvait à 20 minutes de chez moi. Un établissement privé, austère, avec des grilles noires et des couloirs qui sentaient l'encaustique. J'y suis entrée comme on entre dans une salle d'audience, le dos droit, le regard fixe, le visage impénétrable. La secrétaire m'a conduite jusqu'au bureau de la directrice sans un mot. Madame Lemoine m'attendait, debout près de la fenêtre. Une femme d'une 50aine d'années, les cheveux gris tirés en chignon, le visage marqué par la fatigue. « Madame de Varenne, merci d'être venue si rapidement. Je vous ai dit que je n'ai pas de petit-fils. » Elle a détourné le regard. Puis, d'une voix presque inaudible, « Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Je ne me suis pas assise. Elle a ouvert la porte du bureau adjacent, une petite pièce réservée aux élèves punis. Et là, assis sur une chaise en bois, les genoux remontés contre sa poitrine, un garçon d'environ 10 ans pleurait en silence. Cheveux châtains, épaules étroites, un pullover trop grand, il a levé les yeux vers moi. Et tout s'est arrêté. Ce regard, ses yeux noisettes bordés de longs cils, cette façon de pencher légèrement la tête sur le côté quand il avait peur. Et surtout, cette petite cicatrice blanche, en forme de croissant, juste sous le menton. Mon souffle s'est coupé. C'était impossible. Mais c'était lui. C'était le regard de mon fils. Gabriel avait disparu il y a 15 ans, un soir de décembre. Il avait 24 ans. Il était sorti dîner avec des amis et n'était jamais rentré. Pas de corps, pas de traces, pas d'explication. Juste un vide qui avait tout avalé. La police avait classé l'affaire. Fugue volontaire, avait-il dit. Conflit familial, avait-il murmuré. Il ne savait rien. Pendant des années, j'avais cherché. J'avais appelé tous les hôpitaux, tous les commissariats, tous les refuges. J'avais même engagé un détective privé qui m'avait coûté une fortune et n'avait rien trouvé. Gabriel s'était évaporé. Et moi, j'étais devenue une femme de pierre. Mais ce matin, dans cette petite salle d'école, face à ce garçon tremblant, toute cette pierre s'est fissurée. « Comment tu t'appelles » ai-je demandé, d'une voix que je ne reconnaissais pas. Le garçon a reniflé. Il a essuyé ses larmes avec sa manche. « Léo. »« Emma. Léo comment ?» Il a hésité. Puis dans un souffle, « Léo de Varenne. » Mon nom de famille. J'ai senti mes jambes se dérober sous moi. Je me suis agrippée au chambranle de la porte. Madame Lemoine s'est approchée, inquiète. « Madame de Varenne, vous vous sentez bien ?» Je n'ai pas répondu. Je fixais ce garçon. Ce petit garçon qui portait mon nom, qui avait le regard de Gabriel, qui avait la même cicatrice, celle que Gabriel s'était faite à 8 ans en tombant de vélo dans notre jardin. « Qui t'a amené ici ?» ai-je murmuré. Léo a baissé les yeux. « Personne. Tu vis où ?»« Avec maman. »« Et elle s'appelle comment, ta maman ?» Un long silence. Puis, d'une voix si petite qu'elle ressemblait à un aveu, « Émilie. Émilie. » Ce prénom que je n'avais pas prononcé depuis 15 ans. Ce prénom que j'avais banni de ma vie. Ce prénom qui avait tout détruit. Parfois, on croit que le passé est enterré. On se dit qu'avec le temps, la douleur s'efface, qu'on peut enfin respirer. Mais la vérité, c'est que certains secrets ne meurent jamais. Ils attendent. Ils grandissent dans l'ombre. Et un jour, ils reviennent sous la forme d'un enfant qui pleure dans une salle d'école. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez ? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. Je suis rentrée chez moi avec Léo. Il n'a rien dit pendant tout le trajet. Il regardait par la vitre, les mains serrées sur son cartable usé. De temps en temps, il reniflait doucement. Je ne savais pas quoi lui dire, alors je me suis tue. En arrivant devant ma maison, cette grande bâtisse en pierre de taille au cœur du 6e arrondissement de Lyon, j'ai vu ses yeux s'écarquiller légèrement. « C'est là que tu habites ?» a-t-il murmuré. « Oui,
C'est grand, oui, très grand, trop grand, aurais-je pu ajouter. Trop grand pour une femme seule qui n'attend plus personne. En entrant dans le vestibule, une odeur m'a frappée. Celle du bois ciré, des roses blanches que je change chaque semaine, du thé Earl Grey qui infuse dans la cuisine. Et soudain, sans que je l'aie voulu, un souvenir est remonté. Gabriel. Gabriel enfant, courant dans ce même vestibule en criant « Maman, maman, regarde ce que j'ai trouvé dans le jardin !» Il avait 6 ans. Il tenait une coccinelle dans sa petite main. Je me revois encore, debout dans l'embrasure de mon bureau, mes dossiers à la main, mon tailleur impeccable, mes cheveux tirés en arrière. Gabriel, pas maintenant. Maman travaille. Mais maman, elle est rouge avec des pointes noires. Oui, mon chéri, c'est très joli. Va jouer dehors. Il était reparti, déçu. La coccinelle s'était envolée. Combien de fois avais-je fait ça? Combien de fois avais-je dit « pas maintenant » Combien de fois avais-je choisi mes dossiers, mes audiences, ma carrière, plutôt que lui? Léo s'est arrêté devant la grande photo encadrée dans le salon. Gabriel a 20 ans, souriant, les cheveux au vent, debout près du lac d'Annecy, lors de notre dernier été ensemble. « C'est qui ?» a demandé Léo. Ma gorge s'est serrée. « Mon fils. Il est où maintenant ?» Comment répondre à ça? Comment dire à un enfant que son père a disparu sans laisser de traces? Que pendant 15 ans, j'ai vécu dans l'espoir et le désespoir? Que chaque sonnerie de téléphone me faisait sursauter? Chaque homme châtain aperçu dans la rue me faisait courir? Il est parti. Léo a hoché la tête, comme s'il comprenait quelque chose que je ne comprenais pas moi-même. Puis il a levé la main et a touché doucement la photo. Il me ressemble. Oui, c'est mon papa? J'ai fermé les yeux. Une larme, une seule, a roulé sur ma joue. La première depuis des années. Oui, Léo, c'est ton papa. Gabriel avait été un enfant lumineux. Pas parfait, non. Il était têtu, rêveur, souvent distrait. Mais il avait ce sourire qui illuminait toute la maison. Cette façon de poser sa main sur mon épaule quand il sentait que j'étais fatigué. Ce regard plein de tendresse, même quand je le grondais. Il aimait la musique. Il jouait du piano. Pas très bien, mais avec passion. Le samedi après-midi, quand je rentrais du tribunal, je l'entendais depuis le jardin. Des mélodies maladroites, mais sincères. Je m'asseyais dans le fauteuil du salon, je fermais les yeux et je l'écoutais. C'était mes seuls moments de paix. Le dimanche matin, nous prenions le petit déjeuner ensemble dans la véranda. Lui, avec ses tartines de confiture de fraises, moi, avec mon thé et mon journal. Il me parlait de ses projets, de ses amis, de ses rêves. Un jour, maman, je serai architecte. Je construirai des maisons avec de grandes fenêtres pour que la lumière entre partout. C'est une belle ambition, Gabriel. Et toi, tu viendras habiter dans une de mes maisons? Bien sûr, mon chéri. Il souriait. Et moi aussi. Ces dimanches-là, je n'étais plus juge. Je n'étais plus la statue. J'étais juste une mère. Gabriel avait eu sa première cicatrice à 8 ans. C'était un samedi de juillet. Il faisait chaud. Il avait insisté pour faire du vélo dans le jardin, malgré mes avertissements. « Fais attention au gravier près du bassin, Gabriel. »« Oui, maman. » 5 minutes plus tard, un cri, un bruit de chute. Je m'étais précipité. Il était par terre, le genou écorché, le menton en sang. Il pleurait. Je l'avais porté jusqu'à la salle de bain. J'avais nettoyé la plaie avec de l'eau tiède. J'avais appliqué du désinfectant. Il serrait les dents pour ne pas pleurer davantage. Tu vois ce que ça fait de ne pas écouter maman? Pardon. J'avais posé un pansement sur son menton. Puis, sans réfléchir, je l'avais serré contre moi. Fort, comme si je voulais le protéger de tout. Ce n'est rien, mon amour. Ça va guérir. Ça va laisser une marque, peut-être, mais ce sera ta marque à toi. Ta petite cicatrice de courage. Il avait souri à travers ses larmes. Et cette cicatrice était restée, toute sa vie. Jusqu'à ce matin où je l'avais revue, sur le visage de Léo. J'ai préparé du chocolat chaud pour Léo. Il s'est assis à la table de la cuisine. La même table où Gabriel s'asseyait autrefois. Il a bu en silence, les yeux baissés. « Léo, il faut que tu me dises où est ta maman. » Il a secoué la tête. Elle m'a dit de ne rien dire. Pourquoi? Parce que sinon, elle va avoir des problèmes. Mon cœur s'est glacé. Quel problème, Léo? Il a levé les yeux vers moi. Et dans ce regard, j'ai vu quelque chose qui m'a brisé. De la peur. Léo, est-ce que ta maman te fait du mal? Non. Est-ce qu'elle te crie dessus? Parfois, quand elle est fatiguée. Est-ce qu'elle te frappe? Non, jamais. J'ai respiré. Au moins ça. Alors pourquoi tu as peur? Il a hésité. Puis, dans un murmure, parce qu'elle dit que si quelqu'un découvre la vérité, on devra encore partir. Et je ne veux plus partir.
Je suis fatiguée de partir. Partir, fuir, se cacher. Pendant 15 ans, Émilie avait fui. Et maintenant, je comprenais. Elle ne fuyait pas seulement. Elle cachait quelque chose de terrible, quelque chose qui concernait Gabriel. Léo s'est endormi sur le canapé du salon, enroulé dans un plaid en cachemire. Je l'ai regardé dormir longtemps. Son visage apaisé, sa respiration régulière, sa petite main qui serrait le coussin. Gabriel dormait exactement comme ça. J'ai posé une couverture supplémentaire sur lui. Puis je suis montée dans mon bureau, cette pièce au mur couvert de livres de droit, où j'avais passé tant de nuits à préparer mes verdicts. J'ai ouvert le tiroir du bas de mon secrétaire, celui que je n'avais plus ouvert depuis des années. À l'intérieur, une boîte en bois de rose. Celle que ma mère m'avait offerte pour mes 30 ans. J'ai soulevé le couvercle. Des photos, des lettres, des souvenirs. Et au fond, une photo que j'avais voulu jeter 1000 fois, mais que je n'avais jamais pu. Gabriel avait 22 ans quand il l'avait rencontré. C'était un soir d'avril. Il était rentré tard du conservatoire, les joues rouges, les yeux brillants. « Maman, j'ai rencontré quelqu'un. J'étais dans la cuisine, je préparais le dîner. J'avais souri sans me retourner. »« Ah oui? Une fille du conservatoire? » ?»« Non, elle travaille dans un café près de Bellecour. » Mes mains s'étaient immobilisées sur le couteau. Un café. Pas une étudiante, pas une musicienne, pas une jeune fille de bonne famille. Une serveuse. J'avais respiré profondément. J'avais posé le couteau. Je m'étais tournée vers lui avec mon sourire le plus doux. « C'est merveilleux, mon chéri. Comment s'appelle-t-elle? »« Émilie. »« Et elle est gentille? »« Elle est extraordinaire, maman. »« Elle est drôle, spontanée, libre. Elle dit ce qu'elle pense. Elle ne se soucie pas du regard des autres. » Libre. Ce mot m'avait glacé. Parce que dans ma bouche, libre signifiait instable. « Tu la verras bientôt? Ce week-end. Je l'ai invitée à dîner ici. » Mon sourire s'était figé. « Ici? Oui, j'aimerais que tu la rencontres. Bien sûr, Gabriel. Avec plaisir. » Mais à l'intérieur, quelque chose s'était serré. Une inquiétude, sourde, inexplicable. Émilie était arrivée ce samedi soir, vêtue d'une robe noire trop courte et de bottines éraflées. Elle avait les cheveux teints en rouge sombre, coupés au carré, avec une frange droite qui cachait ses sourcils. Des boucles d'oreilles en argent pendaient jusqu'à ses épaules. Elle portait un rouge à lèvres presque violet. Elle ressemblait à tout ce que je n'étais pas. « Bonsoir, Madame de Varenne. Merci de m'accueillir. » Sa voix était rauque. Elle fumait, probablement. « Bonsoir, Émilie. Enchantée. » Nous nous étions serrés la main. La sienne était chaude, moite. Gabriel rayonnait. Il la regardait comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Pendant le dîner, elle avait parlé sans arrêt. De son enfance dans la banlieue de Villeurbanne, de ses parents divorcés, de ses petits boulots, de son rêve de devenir photographe. « Mais pour l'instant, je sers des cafés, ça paie les factures, vous savez. » J'avais souri poliment. « C'est déjà ça. Gabriel m'a dit que vous étiez juge. Ça doit être impressionnant. Vous devez voir des choses terribles. On s'habitue. Moi, je ne pourrais jamais. Je suis trop sensible. » Gabriel avait ri. Il avait pris sa main sur la table. « C'est pour ça que je l'aime, maman. Parce qu'elle ressent tout. Et moi, je n'avais rien dit. Parce que dans ma tête, une alarme sonnait déjà. Après leur départ, j'étais restée seule dans la salle à manger. J'avais débarrassé la table lentement, mécaniquement. Puis, en rangeant les assiettes, j'avais remarqué quelque chose. Une petite tache sur la nappe blanche. Du vin rouge. Renversé. Émilie avait renversé son verre pendant le dîner. Elle avait ri nerveusement. Gabriel avait dit « Ce n'est rien ». J'avais souri et éponge avec ma serviette. Mais maintenant, seule dans cette pièce silencieuse, je fixais cette tache. Et je me suis dit « Elle va tout tacher ». C'était irrationnel, injuste, méchant même. Mais c'était là, cette pensée, comme un pressentiment. Les mois suivants, Gabriel avait changé. Il sortait plus souvent. Il rentrait plus tard. Il oubliait nos dimanches ensemble. « Désolée, maman. Émilie et moi, on va au cinéma. »« Désolée, maman. On part en week-end à Grenoble. »« Désolée, maman. » Toujours désolée, mais jamais présent. Un soir, je l'avais attendu pour dîner. 9 heures, 10 heures, 11 heures. Il était arrivé à minuit, les cheveux en désordre, sentant le parfum d'Émilie. « Où étais-tu ?»« Avec Émilie. On a perdu la notion du temps. Tu aurais pu appeler. »« Oui, pardon. » Il était monté dans sa chambre sans un regard. Et moi, je m'étais retrouvée seule dans cette grande maison. Pour la première fois de ma vie, j'avais eu peur, pas de perdre Gabriel, mais de l'avoir déjà perdu. 6 mois plus tard, Gabriel m'avait annoncé qu'il emménageait avec Émilie. « C'est trop tôt, Gabriel. J'ai 23 ans, maman.
Tu la connais depuis 6 mois à peine. Je la connais suffisamment. Elle n'a pas de situation stable, pas de diplôme, pas de quoi, maman? Pas ton approbation. Sa voix était montée. Pour la première fois, Gabriel m'avait parlé durement. Je ne veux que ton bien. Non, tu veux que je vive selon tes règles, comme toi, froid, contrôlé, seul. Ce mot m'avait frappé comme une gifle. Gabriel, je l'aime, maman. Et je pars avec elle. Il était parti le lendemain. Il avait pris ses affaires, ses livres, son piano électrique, et il m'avait laissé, dans cette maison trop grande, avec cette tache de vin sur la nappe que je n'arrivais plus à faire partir. Aujourd'hui, 15 ans plus tard, assise dans mon bureau avec cette vieille photo entre les mains, je réalise quelque chose. Cette tache n'était pas un accident, c'était un signe, le premier d'une longue série, et j'aurais dû écouter mon instinct. J'aurais dû me battre, j'aurais dû dire non, mais je ne l'avais pas fait, parce que j'étais la statue, et les statues ne pleurent pas, elles se fissurent, en silence, jusqu'à ce qu'elles s'effondrent. Le lendemain matin, Léo s'est réveillé tôt. Je l'ai entendu descendre l'escalier, ses petits pas prudents sur le parquet ciré. Il est entré dans la cuisine où je préparais le petit déjeuner. « Bonjour, madame. Appelle-moi grand-mère, ou Justine, si tu préfères. » Il a hésité. Puis, timidement, « Grand-mère », ce simple mot dans sa bouche d'enfant. J'ai dû me détourner pour qu'il ne voie pas mes yeux s'embuer. « Tu aimes les croissants ? » ?»« Oui. »« Avec du chocolat chaud ? » ?»« Oui. » Je lui ai servi son petit déjeuner. Il a mangé lentement, en silence, comme s'il avait peur de faire du bruit. « Léo, il faut que j'appelle ta maman. Tu as son numéro ?» Il a baissé la tête. « On n'a pas de téléphone. »« Comment ça, pas de téléphone ? » Maman dit que c'est trop cher et qu'on n'en a pas besoin. Pas de téléphone, pas de traces, pas de contact. Émilie vivait comme une ombre. Alors comment elle sait où tu es ? L'école devait l'appeler au café où elle travaille. Quel café ? Je ne sais pas. Il change souvent. Tout changeait toujours avec Émilie. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Parfois, savoir qu'on n'est pas seul aide à continuer. Après le départ de Gabriel, j'avais essayé, vraiment essayé. J'avais appelé, j'avais envoyé des messages, j'avais invité Gabriel à déjeuner, à dîner, à prendre un café. Au début, il acceptait, mais toujours seul, jamais avec Émilie. Elle travaille, maman. Elle pourrait venir un dimanche. Elle n'est pas à l'aise avec toi. Pourquoi ? Tu sais pourquoi. Je le savais. Et je m'en voulais. Alors j'avais décidé de faire un effort. Un vrai effort. J'avais invité Émilie et Gabriel à dîner pour l'anniversaire de Gabriel. 24 ans. J'avais cuisiné moi-même, ce que je ne faisais presque jamais. Un poulet rôti aux herbes, des légumes de saison, une tarte aux pommes. J'avais mis ma plus belle nappe, des bougies, de la musique douce. J'avais même acheté une bouteille de vin rouge à 150 €. Et j'avais attendu. Ils étaient arrivés avec 1 heure de retard. Gabriel s'était excusé. Émilie n'avait rien dit. Elle portait un jean déchiré et un t-shirt avec un slogan politique que je ne comprenais pas. Nous nous étions installés à table. J'avais servi le vin. J'avais souri. « Émilie, Gabriel m'a dit que tu voulais devenir photographe. » « Oui, enfin, c'était avant. » « Avant ? Avant de comprendre que les rêves, c'est pour les riches. » Un silence gêné. Gabriel avait posé sa main sur la sienne. « Et Émilie est très douée. Elle a un vrai talent. » Je n'en doute pas. J'avais pris une gorgée de vin. J'avais cherché un autre sujet. « Et vous pensez à l'avenir ? Des projets ?» Émilie avait ri. Un rire sec, sans joie. « L'avenir ? Je pense déjà à payer le loyer de la semaine prochaine. »« Gabriel, tu pourrais peut-être... »« Peut-être quoi, maman ? Me donner de l'argent pour qu'Émilie se sente encore plus humiliée ? Ce n'est pas ce que je voulais dire. »« Si, c'est exactement ce que tu voulais dire. » Émilie s'était levée brusquement. « Excusez-moi, j'ai besoin d'air. » Elle était sortie sur le balcon. Gabriel l'avait suivie. Je les avais regardés à travers la fenêtre. Il parlait, elle fumait. Il la serrait dans ses bras. Et moi, j'étais restée seule à cette table, avec mon poulet qui refroidissait et mes bougies qui fondaient. Quand ils étaient revenus, Émilie avait murmuré un « désolé » à peine audible. Nous avions fini le repas dans un silence pesant. Gabriel n'avait pas touché à sa tarte aux pommes, sa préférée. Après leur départ, j'avais débarrassé la table. J'avais jeté le poulet à peine entamé, la tarte intacte. Puis, je m'étais assise dans le salon, seule, et je m'étais dit « accepte qu'il l'aime. Accepte qu'elle soit différente de toi. Accepte que tu ne contrôles plus rien. Accepte de te taire. Parce que si tu parles, tu le perdras. » Alors, je m'étais tue.
J'avais continué à appeler Gabriel, à lui envoyer des messages brefs, neutres. « Bonjour mon chéri, j'espère que tu vas bien, je pense à toi. » Parfois, il répondait « Merci maman, tout va bien. » Parfois, non. J'avais accepté ses silences, ses absences, sa distance, parce que c'était mieux que de le perdre complètement. Ou du moins, c'est ce que je croyais. 6 mois avant sa disparition, Gabriel m'avait appelé un mardi soir, tard, presque minuit. « Maman ?» Sa voix était étrange, fatiguée, tendue. « Gabriel ? Tout va bien ? Oui ? Enfin, non, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe ? » Un long silence. J'entendais sa respiration. « Émilie et moi, on a des difficultés. » Mon cœur s'était accéléré. Quel genre de difficultés ? Elle change. Elle devient différente. Différente comment ? Je ne peux pas en parler maintenant, mais est-ce que je peux venir te voir demain ? Bien sûr, mon chéri, quand tu veux. Merci, maman. À demain. Il avait raccroché. J'avais attendu toute la journée du lendemain. J'avais préparé du thé, des gâteaux. J'avais répété dans ma tête ce que j'allais lui dire. Mais Gabriel n'était jamais venu. Il m'avait envoyé un message en fin d'après-midi. « Désolé, maman. Finalement, tout va mieux. Ce n'était rien. À bientôt. » Et je n'avais rien dit. Je m'étais dit « Laisse-le respirer. Il te recontactera quand il sera prêt. » Mais il ne m'avait jamais recontacté. Parce que 3 mois plus tard, il avait disparu. Et aujourd'hui, je comprends. Ce soir-là, Gabriel avait besoin de moi. Il m'avait appelé au secours. Et je l'avais laissé repartir. Parce que j'avais peur. Peur de poser les vraies questions. Peur de briser ce fragile équilibre. Peur de perdre le peu qu'il me restait de lui. Alors je m'étais tue. Et mon silence l'avait tué. Je regarde Léo finir son chocolat chaud dans ma cuisine. Ce petit garçon qui ressemble tellement à Gabriel. Ce petit garçon que Gabriel n'a jamais connu. Ou peut-être que si. Peut-être qu'Émilie était enceinte quand Gabriel a disparu. Peut-être que c'est pour ça qu'elle a fui. Peut-être que tout ce temps, Gabriel avait un fils. Et moi, je n'en savais rien. Parce que je m'étais tue. Parce que j'avais accepté l'inacceptable. Mais aujourd'hui, ça suffit. Aujourd'hui, je ne me tairai plus. J'ai passé la matinée à observer Léo. La façon dont il mangeait, dont il regardait autour de lui, dont il touchait les objets avec précaution, comme s'il avait peur de les casser. Il y avait quelque chose dans ses gestes, une habitude de se faire petit, de ne pas déranger. « Léo, tu as apporté des affaires de chez toi ?» Il a hoché la tête et a montré son cartable. « Je peux voir ?» Il a hésité, puis il a ouvert le cartable. À l'intérieur, un cahier usé, 3 stylos, une trousse déchirée, un pullover trop petit et au fond, un objet enveloppé dans un mouchoir en tissu. « Qu'est-ce que c'est ?» Léo a rougi. « C'est ta papa. » Mon cœur s'est arrêté. « Je peux le voir ?» Il a déplié le mouchoir avec soin. Et là, dans sa petite main, brillait une montre. La montre de Gabriel. Celle que je lui avais offerte pour ses 18 ans. Une montre suisse, en acier, avec son nom gravé au dos. Gabriel de Varenne. Mes mains tremblaient en la prenant. « Où tu l'as trouvée ?» Maman me l'a donnée. Elle a dit que c'était tout ce qui me restait de lui. Tout ce qui lui restait. Pas tout ce qui reste, mais tout ce qui lui restait. Comme si Gabriel était mort. J'ai regardé Léo dans les yeux. « Léo, qu'est-ce que ta maman t'a dit sur ton papa ?» Il a baissé la tête. Qu'il était parti. Parti où ? Loin. Et il reviendra ? Léo a secoué la tête lentement. Maman dit que non. Elle t'a dit pourquoi ? Un long silence. Puis, dans un murmure, elle dit qu'il est mort, mais qu'il ne faut le dire à personne. Mort. Le mot que j'avais refusé de prononcer pendant 15 ans. Le mot que j'avais combattu avec chaque fibre de mon être. Elle t'a dit comment il est mort ? Non. Elle pleure quand je pose la question. Alors j'arrête. J'ai serré la montre contre ma poitrine. Gabriel était mort. Mon fils était mort. Et Émilie le savait. Depuis le début, elle le savait. J'ai passé l'après-midi à chercher. J'ai fouillé dans mes archives, mes anciens dossiers, mes contacts à la police. J'ai appelé le commissariat central de Lyon. J'ai demandé à parler au capitaine Moreau, un ancien collègue. Justine, ça fait longtemps. Bernard, j'ai besoin d'un service. Tout ce que tu veux. Le dossier de disparition de mon fils. Gabriel de Varenne. Décembre 2009. Je veux tout revoir. Un silence. Justine, ce dossier est classé. Je sais, mais j'ai de nouvelles informations. Quel genre d'informations ? Son fils. Gabriel avait un fils. Il a 10 ans. Quoi ? La mère vit quelque part à Lyon. Elle se cache. Elle sait quelque chose. Tu en es sûre ? Certaine ? D'accord. Je vais rouvrir le dossier. Discrètement. Donne-moi 48 heures. Merci Bernard. J'ai raccroché. Pour la première fois depuis des années,
J'avais l'impression de reprendre le contrôle. Le soir, j'ai préparé le dîner pour Léo. Des pâtes au beurre, ce que Gabriel adorait enfant. Léo a mangé avec appétit. Puis il m'a regardé avec ses grands yeux noisettes. « Grand-mère? Oui? Tu vas m'obliger à rentrer chez maman ?» Mon cœur s'est serré. « Tu ne veux pas rentrer ?» Il a secoué la tête. « Pourquoi? Parce qu'on déménage tout le temps. Parce que maman est toujours fatiguée. Parce qu'elle pleure la nuit. » Elle pleure? Oui. Elle croit que je dors. Mais je l'entends. Émilie pleurait. Émilie souffrait. Mais de quoi? De remords? De peur? De solitude? Léo, où vous habitez maintenant? Dans un petit appartement. Près de la gare. Quelle gare? Je ne sais pas. Celle avec les trains. La gare de Perrache. Ou celle de la Part-Dieu. Et l'adresse? Je ne sais pas. Maman ne me laisse jamais sortir seule. Il ne savait rien. Ou peut-être qu'on ne lui avait rien dit. Pour le protéger. Ou pour le contrôler. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée assise dans mon lit, la montre de Gabriel entre les mains, et j'ai repensé aux derniers mois avant sa disparition. Les signes, tous ces signes que j'avais refusé de voir. En novembre 2009, Gabriel avait commencé à maigrir. Je l'avais remarqué lors d'un de nos rares déjeuners ensemble. Tu as perdu du poids, Gabriel. Un peu. Je travaille beaucoup. Tu manges bien? Oui, maman. Ne t'inquiète pas. Mais ses mains tremblaient légèrement quand il portait sa tasse de café. En décembre, je l'avais croisé par hasard près de la place Bellecour. Il marchait vite, les mains dans les poches, le regard fuyant. « Gabriel !» Il s'était retourné surpris. « Maman, qu'est-ce que tu fais là? Je sors du tribunal. Et toi? J'avais rendez-vous. Avec qui? Personne. Enfin, un ami. » Il mentait. Je le voyais dans ses yeux. « Gabriel, tout va bien? » Oui. Pourquoi? Tu as l'air fatigué. Je te l'ai dit. Je travaille beaucoup. Et Émilie? À la mention de son nom, son visage s'était fermé. Elle va bien. Écoute, maman, je dois y aller. On se rappelle. Il était parti avant que je puisse répondre. Et moi, je l'avais regardé s'éloigner. J'aurais dû le retenir. J'aurais dû insister. J'aurais dû dire « Gabriel, reste, parle-moi. Dis-moi ce qui ne va pas. » Mais je ne l'avais pas fait parce que j'avais peur de sa réponse. 2 semaines plus tard, j'avais reçu un appel de la banque. « Madame de Varenne, votre fils Gabriel a tenté de retirer une somme importante de son compte. Comme vous êtes co-titulaire, nous voulions vérifier avec vous. » Quelle somme? 15 000 euros. 15 000 euros. Toutes ses économies. Il a dit pourquoi? Non. Mais il semblait pressé. J'avais immédiatement appelé Gabriel. Pas de réponse. J'avais laissé un message. « Gabriel, c'est maman. La banque m'a appelé. Qu'est-ce qui se passe? Rappelle-moi, s'il te plaît. » Il avait rappelé le soir même. « Maman, excuse-moi, j'avais besoin d'argent. Pourquoi faire? Des dettes? Quelles dettes? Ce n'est rien. C'est réglé maintenant. Gabriel, tu me caches quelque chose. Non, tout va bien. Je te promets. Si tu as des problèmes, tu peux m'en parler. Je sais, maman. Mais tout va bien. » Il avait raccroché. Et je m'étais dit, laisse-le. C'est un adulte. Il sait ce qu'il fait. Mais 3 jours plus tard, Gabriel avait disparu. Le 5 décembre 2009. Il était sorti dîner avec des amis. Du moins, c'est ce qu'il avait dit à Émilie. Il n'était jamais revenu. Émilie avait appelé la police le lendemain matin. Mon compagnon a disparu. Gabriel de Varenne, 24 ans. Il est sorti hier soir et n'est pas rentré. La police avait ouvert une enquête. Interrogé les amis, vérifié les hôpitaux, les gares, les aéroports. Rien. Gabriel s'était évaporé, comme s'il n'avait jamais existé. Aujourd'hui, 15 ans plus tard, je tiens sa montre dans mes mains. Et je comprends. Les signes étaient là. La perte de poids, les mensonges, l'argent, la peur dans ses yeux. Gabriel était en danger. Et Émilie le savait. Elle savait tout. Et elle s'était tue. Comme moi. Mais maintenant, ça suffit. Demain, je retrouverai Émilie. Et elle me dira la vérité. Toute la vérité. Ou je la détruirai. Le capitaine Moreau m'a rappelé le lendemain en fin de matinée. « Justine, j'ai retrouvé la trace d'Émilie Roussel. » Mon cœur a bondi. « Où ?» Elle travaille dans un café près de la gare de Perrache, le Refuge. Un petit établissement discret. Le Refuge. Quel nom ironique. Elle y travaille depuis combien de temps? 3 semaines. Avant ça, elle était à Vienne. Et avant, à Valence. Elle change d'endroit tous les 2 ou 3 mois. Elle fuit. Oui. La question c'est, elle fuit quoi? Ou qui? Un silence. Tu veux que je l'interroge? Non. Je veux lui parler moi-même. Justine. Bernard, c'est mon fils. C'est mon droit. Il a soupiré. D'accord. Mais sois prudente. Si elle se sent menacée,
elle disparaîtra encore. Je sais. J'ai raccroché. Puis je me suis tournée vers Léo, qui dessinait dans le salon. Léo, je dois sortir quelques heures. Tu restes ici. Ne réponds à personne. Ne sors pas. D'accord? Il a hoché la tête, inquiet. Tu vas voir maman? Oui. Elle va être en colère. Contre qui? Contre moi. Parce que je t'ai dit des choses. J'ai posé ma main sur son épaule. Elle ne sera pas en colère, je te le promets. Mais en disant ces mots, je n'en étais pas certaine. Le refuge était un petit café aux murs jaunes délavés, coincé entre une boulangerie et un pressing. Quelques tables en bois, un comptoir usé, une odeur de café brûlé et de cigarettes froides. Je suis entrée. 3 clients seulement. Un homme lisait le journal. 2 femmes bavardaient près de la fenêtre. Et derrière le comptoir, essuyant des tasses, Émilie. Elle avait changé. Ses cheveux, autrefois rouges, étaient maintenant châtains, coupés courts. Pas de maquillage, des cernes profonds sous les yeux, des rides autour de la bouche. Elle avait 39 ans, mais elle en paraissait 50. Elle m'a vue, et tout son corps s'est figé. La tasse qu'elle tenait a glissé de ses mains et s'est brisée sur le sol. Personne n'a bougé. Nous nous sommes regardés. 15 ans de silence entre nous. 15 ans de haine, de douleur, de questions. Émilie. Ma voix était calme, trop calme. Elle a reculé d'un pas. Madame de Varenne, il faut qu'on parle. Je travaille. Maintenant. Le patron du café est sorti de l'arrière-cuisine. Un problème, Émilie? Elle a secoué la tête. Non, c'est ma belle-mère. Le mot belle-mère m'a brûlé. Comme si nous avions été une famille. Comme si Gabriel et elle s'étaient mariés. Comme si tout cela avait été normal. Je peux prendre 10 minutes? A demandé Émilie au patron. Dépêche-toi. Nous nous sommes assises à la table du fond, loin des autres clients. Émilie tremblait. Ses mains agrippèrent le bord de la table. Vous avez Léo. Ce n'était pas une question. C'était une affirmation. Oui. Comment vous... L'école m'a appelé. Ils ont dit que mon petit-fils avait été renvoyé. Elle a fermé les yeux. Je leur avais dit de ne jamais vous contacter. Pourquoi, Émilie? Pourquoi tu m'as caché l'existence de mon petit-fils pendant 10 ans? Parce que... Sa voix s'est brisée. Parce que vous nous auriez pris. Vous me l'auriez enlevé. Comme vous avez essayé de m'enlever Gabriel. Je n'ai jamais... Si, vous l'avez fait. Dès le premier jour, vous m'avez regardé comme si j'étais une moins que rien. Comme si je n'étais pas assez bien pour votre précieux fils. Sa voix montait. Les autres clients se retournaient. Baisse le ton. Non, vous voulez la vérité? Alors écoutez-la. Vous avez détruit Gabriel. Avec votre froideur, votre mépris, votre besoin de tout contrôler. C'est faux. Vraiment? Alors pourquoi il pleurait parfois la nuit en disant qu'il n'était jamais assez bien pour vous? Pourquoi il avait peur de vous décevoir? Pourquoi il s'épuisait à essayer de vous rendre fier? Chaque mot était un coup de poignard. Parce qu'au fond, je savais qu'elle avait raison. Où est Gabriel, Émilie? Elle a détourné le regard. Il est mort. Comment? Un accident. Quel genre d'accident? Un accident de voiture. Le 5 décembre 2009. Le jour de sa disparition. Tu mens. Non. Si tu dis la vérité, pourquoi tu ne l'as jamais déclaré à la police? Pourquoi tu as fui? Pourquoi tu te caches depuis 15 ans? Elle s'est mise à pleurer. Des sanglots silencieux, étouffés, comme si elle les retenait depuis des années. Parce que c'était ma faute. J'ai attendu. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles. Explique-moi. Émilie a essuyé ses larmes avec sa manche. Ce soir-là, Gabriel et moi, on s'était disputés. Encore. À cause d'argent. On n'avait plus rien. Les factures s'accumulaient, je travaillais jour et nuit, mais ça ne suffisait jamais. Il avait retiré 15 000 € 2 semaines avant. Où est cet argent? Elle a pâli. Comment vous savez ça? Je sais beaucoup de choses. Réponds. Il avait des dettes. Quelles dettes? Elle a hésité. Puis, dans un murmure, de jeu. Mon fils, mon Gabriel, jouait. Gabriel jouait? Oui, depuis 1 an. Il allait dans des clubs clandestins. Il pensait qu'il pourrait gagner de l'argent. Pour nous, pour notre avenir. Mais il perdait. Tout le temps. Pourquoi il ne m'a rien dit? Parce qu'il avait honte. Parce qu'il ne voulait pas que vous le sachiez. Parce qu'il savait ce que vous penseriez de lui. J'ai fermé les yeux. Gabriel, mon petit garçon, perdu, désespéré. Et moi, je ne savais rien. Continue. Ce soir-là, des hommes sont venus chez nous. Des hommes violents. Ils ont dit que Gabriel devait encore 20 000 €, qu'il avait 1 semaine pour payer. Sinon quoi? Sinon, il s'en prendrait à moi. Sa voix n'était plus qu'un souffle. Gabriel a paniqué. Il est parti.
Il a dit qu'il allait trouver une solution, qu'il allait tout arranger. Et il a pris la voiture. Il roulait trop vite. Il pleuvait. La route était glissante. Elle s'est tue. Émilie, dis-moi. Il a percuté un arbre, sur la route de Vienne. Personne ne l'a vu. C'était la nuit. Mon sang s'est glacé. Et toi? J'ai reçu un appel, d'un homme. Il disait qu'il avait trouvé Gabriel, qu'il était mort, que si je voulais récupérer son corps, je devais payer 10 000 euros. Qui était cet homme? Je ne sais pas. Un des créanciers, je pense. Ils voulaient récupérer leur argent, même sur un mort. Tu as payé? Elle a secoué la tête. Je n'avais rien. Alors, elle a relevé les yeux vers moi, des yeux remplis de honte. Alors je me suis enfuie. J'ai pris mes affaires et je suis partie. Tu as laissé mon fils, mort, sur le bord d'une route. Je n'avais pas le choix. Tu avais le choix de m'appeler. Non, si je vous appelais, il m'aurait retrouvé. Il m'aurait tué. Alors tu as préféré te sauver et le laisser pourrir. Je suis désolée. Désolée? Ma voix était montée malgré moi. Mon fils est mort seul, abandonné, et toi tu es désolée? Les clients nous regardaient maintenant. Le patron s'approchait, mais je m'en fichais. Où est son corps, Émilie? Je ne sais pas. Mens-moi encore. Et je vous jure que je ne sais pas. Ces hommes, ils ont dit qu'ils s'en occuperaient. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. J'ai regardé cette femme qui avait été la compagne de mon fils, la mère de mon petit-fils, cette femme qui avait tout détruit. Et Léo? J'ai découvert que j'étais enceinte 2 semaines après la mort de Gabriel. Je ne savais pas quoi faire. Alors, j'ai continué à fuir. J'ai accouché seule. Et j'ai élevé Léo seul, en le traînant de ville en ville, en le privant de sa famille, de son héritage, de la vérité. Je voulais le protéger. Le protéger de quoi? De moi? De tout? De vous? De ces hommes? De la vérité. Elle pleurait maintenant sans retenue. Je sais que je suis une mauvaise mère. Je sais que j'ai tout gâché. Mais je l'aime plus que tout. Si tu l'aimes, laisse-moi le prendre. Non, Émilie, non, vous ne me prendrez pas mon fils. Le patron nous a rejointes. Mesdames, s'il vous plaît, les clients? Je me suis levée. Nous avons terminé. J'ai sorti la montre de Gabriel de mon sac. Je l'ai posée sur la table. Léo là. Il dit que c'est tout ce qui lui reste de son père. Mais il mérite plus que ça. Il mérite la vérité. Et tu vas la lui dire, ou je le ferai. J'ai tourné les talons et je suis partie. Derrière moi, j'ai entendu Émilie crier « Vous ne comprenez rien, vous ne savez pas ce que c'est de tout perdre !» Mais je savais, mieux qu'elle ne l'imaginait, parce que ce jour-là, j'ai compris que j'avais perdu Gabriel bien avant sa mort. Je l'avais perdu le jour où j'avais choisi ma carrière plutôt que lui. Le jour où j'avais dit « Pas maintenant ». Le jour où j'étais devenue la statue. Et aujourd'hui, cette statue se brisait enfin, en 1000 morceaux. Quand je suis rentrée chez moi, Léo m'attendait dans le salon, assis au bord du canapé. « Tu as vu maman? » « Oui. Elle va venir me chercher ?» J'ai posé mon manteau. J'ai respiré profondément. « Je ne sais pas, Léo. » Il a baissé les yeux. « Je ne veux pas partir. Je sais. Je peux rester avec toi? » Comment répondre à ça? Comment dire à un enfant de 10 ans que le monde des adultes est compliqué? Que la justice n'est pas toujours juste? Que parfois l'amour ne suffit pas? Nous allons trouver une solution. Mais en prononçant ces mots, je savais que c'était un mensonge. Le lendemain matin, j'ai reçu la visite du capitaine Moreau. Il n'était pas seul. Une femme l'accompagnait. La quarantaine, tailleur gris, regard professionnel. « Justine, voici Madame Leclerc. Services sociaux. » Mon sang s'est glacé. « Les services sociaux ?» Madame Leclerc a souri poliment. « Madame de Varenne, nous avons reçu un signalement concernant l'enfant qui se trouve chez vous, Léo Roussel, de Varenne. Il s'appelle Léo de Varenne. Selon nos dossiers, son nom légal est Roussel. C'est mon petit-fils. Nous le savons. Mais sa mère, Émilie Roussel, a déposé une plainte ce matin. Elle dit que vous avez enlevé son fils. Je ne l'ai pas enlevé. L'école m'a appelé. Il a passé 2 nuits ici parce qu'elle ne s'en occupait pas correctement. Madame de Varenne, nous devons voir l'enfant. Pourquoi? Protocole. Nous devons nous assurer qu'il va bien. J'ai serré les poings, mais je savais que je n'avais pas le choix. Il est dans sa chambre. Madame Leclerc a passé 1 heure avec Léo, seule. Je suis restée dans le salon avec Bernard Moreau. Elle va me le prendre, n'est-ce pas? Bernard a soupiré. Justine, légalement, Émilie est sa mère. Elle a tous les droits. Même si elle le néglige, même si elle fuit depuis 10 ans, même si elle lui ment sur son père, tu n'as aucune preuve de négligence. L'enfant est propre, bien nourri, scolarisé. Il change d'école tous les 3 mois. Il n'a pas d'amis.
Il vit dans la peur. Ce n'est pas suffisant pour retirer la garde à une mère. Alors quoi? Je dois le laisser partir? Le regarder disparaître comme Gabriel? Tu peux demander un droit de visite, un statut de grand-mère officiel, mais il faudra passer par un juge. Et ça prendra du temps. Du temps. Le mot que je détestais le plus. Madame Leclerc est ressortie de la chambre avec Léo. Elle s'est tournée vers moi. Madame de Varenne, l'enfant va bien. Il est attaché à vous. Mais il doit rentrer chez sa mère. Non, ce n'est pas une demande. C'est une obligation légale. Je peux demander la garde. Vous pouvez. Mais en attendant la décision du tribunal, Léo doit être rendu à sa mère. Et si elle disparaît encore? Nous mettrons en place un suivi. Des visites régulières. Des visites régulières? Vous savez combien de fois elle a déménagé en 10 ans? Madame de Varenne, je comprends votre inquiétude. Mais la loi est la loi. La loi. J'avais servi la loi toute ma vie. Et aujourd'hui, elle me punissait. Léo a commencé à pleurer. Non, je veux rester avec grand-mère. Léo, ce ne sera que temporaire. Non, maman va encore m'emmener ailleurs. Je veux rester ici. Il s'est accroché à moi. Ses petites mains agrippaient ma veste. J'ai posé mes mains sur ses épaules. Je me suis agenouillée devant lui. Léo, écoute-moi. Tu vas rentrer chez ta maman. Mais je te promets que je ne t'abandonnerai pas. Je vais me battre, pour que tu puisses venir me voir, pour que tu aies une vraie famille. Mais je veux rester avec toi maintenant. Je sais, mon chéri, moi aussi. J'ai serré Léo contre moi, fort, comme si je pouvais le protéger du monde entier. Mais je ne pouvais pas, parce que le monde était plus fort que moi. Madame Leclerc a ramené Léo chez Émilie dans l'après-midi. Je n'ai pas eu le droit de les accompagner. Je suis restée debout devant ma maison, regardant la voiture s'éloigner. Léo me regardait par la vitre arrière, les larmes coulant sur ses joues. Et quand la voiture a tourné au coin de la rue, quelque chose en moi s'est brisé. Définitivement. Le soir même, j'ai reçu un appel. Émilie. Madame de Varenne. Sa voix était froide. Quoi? Je voulais vous dire quelque chose. Dis. Vous pensez que vous êtes meilleur que moi, que vous auriez mieux fait, que vous êtes la grand-mère parfaite. Je n'ai jamais dit ça, mais vous le pensez. Je le vois dans vos yeux. Émilie, je veux juste ce qui est bien pour Léo. Vraiment? Alors pourquoi vous n'avez pas fait ce qui était bien pour Gabriel? Un silence. Qu'est-ce que tu veux dire? Vous voulez savoir la vérité? La vraie vérité? Oui. Gabriel ne jouait pas par plaisir. Il jouait parce qu'il était désespéré. Parce qu'il voulait vous prouver qu'il pouvait réussir, qu'il pouvait gagner de l'argent, qu'il pouvait être digne de vous. C'est faux. Non, c'est vrai. Il me le disait tout le temps. Je dois montrer à ma mère que je peux y arriver. Je dois la rendre fière. Il était obsédé par votre regard, par votre approbation. Chaque mot me transperçait. Et ce soir-là, quand ces hommes sont venus, vous savez ce qu'il a dit? Non. Il a dit « Je ne peux pas appeler ma mère. Elle ne doit jamais savoir ça. Elle me mépriserait. » Même dans le danger, même face à la mort, il avait peur de vous décevoir. J'ai fermé les yeux. Et vous savez ce qui est drôle? Quoi? Vous l'avez méprisé quand même, sans même le savoir, parce que vous ne l'avez jamais vraiment vu. Vous ne voyez que le fils parfait que vous vouliez qu'il soit, pas celui qu'il était vraiment. Émilie? Alors non, Madame de Varenne, vous ne prendrez pas Léo, parce que je refuse qu'il devienne comme Gabriel. Je refuse qu'il passe sa vie à essayer de mériter votre amour. Elle a raccroché. Et moi, je suis restée là, le téléphone à la main, tremblante. Cette nuit-là, j'ai pleuré. Pour la première fois depuis 15 ans, j'ai pleuré sans retenue. J'ai pleuré pour Gabriel, pour tout ce que je ne lui avais jamais dit, pour toutes les fois où j'avais dit « pas maintenant », pour toutes les fois où j'avais choisi mes dossiers plutôt que lui. J'ai pleuré pour Léo, pour ce petit garçon qui me ressemblait tellement à Gabriel, pour cette chance que je venais de perdre. Et j'ai pleuré pour moi, pour cette femme froide, rigide, qui avait passé sa vie à juger les autres sans jamais se juger elle-même. Le lendemain, j'ai pris une décision. Je ne demanderai pas la garde de Léo. Je ne me battrai pas contre Émilie. Parce qu'au fond, elle avait raison. Je n'étais pas la grand-mère parfaite. J'étais la mère qui avait échoué. Et je ne pouvais pas échouer une deuxième fois. Mais je ne l'abandonnerai pas non plus. Je trouverai un autre chemin. Un chemin où Léo pourrait choisir, où il pourrait venir à moi quand il serait prêt, où je ne répéterai pas les mêmes erreurs. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Renoncer à me battre pour Léo, c'était protéger son avenir ou fuir mes propres échecs. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Parfois, perdre est la seule façon de gagner. Parfois, lâcher prise est la forme la plus pure d'amour. Et parfois, la justice ne se trouve pas dans un tribunal. Elle se trouve dans le silence, dans l'acceptation.
dans le temps qui, inexorablement, finit par révéler la vérité. Les semaines ont passé, lentement, douloureusement. Chaque matin, je me réveillais dans cette grande maison vide. Je préparais mon thé. Je m'asseyais dans la véranda. Et je regardais le jardin où Gabriel avait joué autrefois. Le silence était devenu mon compagnon. Mais ce n'était plus le même silence. Avant, c'était un silence de pierre, froid, dur, protecteur. Maintenant, c'était un silence de compréhension, de lucidité. J'ai commencé à voir une thérapeute, Dr Margot Laurent, une femme douce, aux cheveux gris, qui écoutait sans juger. « Justine, pourquoi êtes-vous venue me voir ? Parce que j'ai détruit mon fils. Vous pensez vraiment cela ? Je le sais. » Elle a hoché la tête. « Racontez-moi. » Alors j'ai raconté. Tout. Gabriel enfant, mes absences, mais pas maintenant. Ma carrière, Émilie, les disputes, la disparition, Léo. Et en parlant, j'ai compris quelque chose. Je n'avais pas détruit Gabriel par méchanceté. Je l'avais détruit par peur. Peur de perdre le contrôle. Peur de montrer mes faiblesses. Peur d'être une mauvaise mère. Alors j'étais devenue une mère absente. Vous savez ce que je vois, Justine ? A dit Dr Laurent après des semaines de séance. Non, je vois une femme qui a passé sa vie à juger les autres parce qu'elle se jugeait elle-même sans pitié. C'est vrai. Et je vois une femme qui, malgré tout, a aimé son fils. À sa façon, imparfaite, maladroite, mais sincère. J'ai senti les larmes monter. Ça ne change rien. Il est mort. Non, ça ne change pas le passé. Mais ça peut changer l'avenir. Quel avenir ? Léo est parti. Léo a 10 ans. Il grandira. Et un jour, il cherchera des réponses. Et ce jour-là, vous devez être prête. Pas en tant que juge, pas en tant que statut, mais en tant que grand-mère, en tant que femme. J'ai commencé à écrire. Pas un journal, pas des mémoires, des lettres. Des lettres à Gabriel. Mon Gabriel, je ne sais pas si tu peux m'entendre, là où tu es. Je ne sais même pas si tu existes encore quelque part, dans un au-delà que je n'ai jamais cru. Mais j'ai besoin de te parler. Je t'ai échoué. Je le sais maintenant. Non pas parce que je ne t'aimais pas, mais parce que je ne savais pas comment te le montrer. J'ai grandi dans une famille où l'amour ne se disait pas, où les câlins étaient rares, où l'excellence était la seule forme d'affection acceptable. Alors j'ai fait pareil avec toi. Je pensais que te pousser à réussir, c'était t'aimer. Je pensais que t'exiger l'excellence, c'était te protéger. Je pensais que te montrer la rigueur, c'était te préparer à la vie. Mais je me trompais. Tu n'avais pas besoin d'une juge, Gabriel. Tu avais besoin d'une mère, et je ne l'ai jamais été. Pardonne-moi. J'ai écrit des dizaines de lettres, et à chaque lettre, je me sentais plus légère, comme si les mots libéraient quelque chose en moi. Quelque chose que j'avais retenu toute ma vie. 3 mois après le départ de Léo, j'ai pris une autre décision. J'ai appelé une association caritative qui aidait les femmes en difficulté. Bonjour, je m'appelle Justine de Varenne. J'aimerais faire un don. C'est très généreux, madame. Quel montant souhaitez-vous donner ? 100 000 €. Un silence stupéfait. Madame, c'est une somme considérable. Je sais. Je veux que cet argent serve à aider des mères seules. Des femmes qui fuient. Des femmes qui ont peur. Des femmes comme Émilie. Vous voulez créer un fonds spécifique ? Oui. Je veux qu'il porte le nom de mon fils, le fonds Gabriel de Varenne, pour que son nom soit associé à quelque chose de bien. C'est magnifique, madame. Et je veux faire plus. Je veux travailler pour vous, bénévolement. Travailler ? J'ai été juge pendant 35 ans. Je connais la loi. Je peux aider ces femmes à naviguer dans le système, à obtenir leurs droits, à se protéger. Madame de Varenne, vous êtes sûre ? Certaine, parce que j'avais compris quelque chose. Je ne pouvais pas changer le passé, mais je pouvais changer l'avenir d'autres femmes, d'autres mères, d'autres Émilie. J'ai aussi fait quelque chose d'autre. J'ai écrit une lettre à Léo. Pas pour maintenant, pour plus tard, pour quand il aurait 18 ans. Je l'ai scellée dans une enveloppe. J'ai écrit dessus « À Léo, pour ton 18e anniversaire ». Et je l'ai confiée à Maître Beaumont, mon notaire. Si quelque chose m'arrive, tu lui donneras. Justine, tu vas bien ? Oui, mais je veux qu'il sache, qu'il comprenne, qu'il ait le choix. Dans cette lettre, j'avais écrit toute la vérité. Sur Gabriel, sur moi, sur Émilie, sur ses erreurs et les miennes. Je ne jugeais personne. Je racontais juste notre histoire. Et je terminais par ces mots. Léo, tu ne me connais presque pas. Et peut-être que tu ne voudras jamais me connaître. Mais sache ceci, tu as été aimé avant même de naître, par ton père, et par moi, dès l'instant où je t'ai vu. Je ne te demande rien, sauf peut-être de ne pas répéter nos erreurs.
Aime sans condition, parle sans peur, pardonne sans retenue. Et si un jour tu as besoin de moi, je serai là, toujours. Ta grand-mère, Justine. 6 mois après le départ de Léo, j'ai reçu une lettre, pas d'Émilie, pas de Léo, de l'école Saint-Michel. Madame de Varenne, nous vous informons que Léo de Varenne a été réinscrit dans notre établissement. Sa mère, Madame Roussel, a demandé à ce que vous soyez inscrite comme personne à contacter en cas d'urgence. Cordialement, Madame Lemoine, directrice. J'ai relu la lettre 3 fois. Émilie était restée à Lyon. Elle n'avait pas fui. Et elle m'avait inscrite comme contact. C'était un signe, petit, fragile, mais réel. Le lendemain, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait de ma vie. Je suis allée à l'église, pas pour prier. Je ne croyais pas en Dieu, mais pour m'asseoir, pour respirer, pour sentir le poids du silence sacré. Et là, dans cette petite chapelle vide, j'ai murmuré « Gabriel, si tu m'entends, sache que j'ai compris. Trop tard, peut-être, mais j'ai compris. J'ai passé ma vie à chercher la justice, mais la vraie justice, ce n'est pas celle des tribunaux, c'est celle du temps. Le temps qui révèle, le temps qui guérit, le temps qui rend à chacun ce qu'il mérite. Émilie souffre, je le sais. Elle fuit quelque chose, peut-être elle-même, peut-être la vérité. Mais je ne la juge plus, parce que j'ai compris que nous étions pareils. 2 femmes brisées, 2 mères imparfaites, 2 êtres humains qui ont aimé le même homme, chacune à notre façon. Et maintenant, nous devons vivre, pour Léo, pour qu'il ne devienne pas comme nous. J'ai quitté l'église. Et pour la première fois depuis des années, j'ai senti quelque chose en moi. Pas du bonheur, pas de la paix, mais de l'espoir. Ce soir-là, j'ai rangé la montre de Gabriel dans la boîte en bois de rose, à côté des photos, des lettres, des souvenirs, et j'ai refermé le tiroir. Pas pour oublier, mais pour laisser partir. Parce que certains fantômes ne disparaissent que quand on cesse de les retenir, et certaines douleurs ne guérissent que quand on accepte de les porter autrement, légèrement, avec grâce, avec sagesse. 4 ans ont passé, 4 années de silence, de travail, de reconstruction. J'avais 76 ans maintenant. Mes cheveux étaient complètement blancs, mes mains tremblaient parfois, mais mon esprit était clair, plus clair qu'il ne l'avait jamais été. Je travaillais 3 jours par semaine à l'association. J'aidais des femmes à fuir leurs maris violents, à obtenir des ordonnances de protection, à reconstruire leur vie. Et chaque fois que j'en aidais une, je pensais à Émilie, à cette jeune femme perdue que j'avais jugée sans la connaître. Léo avait 14 ans maintenant. Je ne l'avais pas revu depuis ce jour où on me l'avait enlevé. Mais je savais qu'il allait bien. L'école m'envoyait ses bulletins, des notes correctes, pas brillantes, mais honorables. Et chaque année, pour son anniversaire, je déposais une enveloppe chez le notaire. De l'argent, pour ses études futures, pour qu'il ait le choix. Je ne demandais rien en retour, juste qu'il sache que quelqu'un pensait à lui. Un mardi après-midi de novembre, j'ai reçu un appel de l'hôpital Édouard Herriot. « Madame de Varenne ? Oui, nous avons une patiente ici. Émilie Roussel. Elle vous a désignée comme personne à contacter. » Mon cœur s'est arrêté. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a fait un malaise au travail. Nous l'avons gardée en observation. C'est grave? Nous préférons que vous veniez. Je suis arrivée à l'hôpital 1 heure plus tard. Les couloirs blancs, l'odeur de désinfectant, le bruit des machines. Tout me rappelait ma propre mère, morte ici il y a 20 ans. Une infirmière m'a conduite à la chambre 312. Elle dort pour l'instant. Vous pouvez entrer. J'ai poussé la porte et je l'ai vue, Émilie, allongée dans le lit blanc, les yeux fermés, un masque à oxygène sur le visage. Elle avait 43 ans, mais elle en paraissait 60. Ses cheveux étaient gris, clairsemés, sa peau jaune et ridée, ses mains maigres comme des branches mortes. Je me suis assise près du lit et j'ai attendu. Émilie a ouvert les yeux 1 heure plus tard. Elle m'a vue et un éclair de panique a traversé son regard. Ne vous inquiétez pas, ai-je dit doucement. Je ne suis pas venue pour me battre. Elle a essayé de parler, mais sa voix était faible. Léo, il va bien. L'hôpital l'a contacté. Il arrive. Elle a fermé les yeux, soulagée. Qu'est-ce qui s'est passé, Émilie? Elle a mis du temps à répondre. Chaque mot semblait lui coûter. Le foie, cirrhose. Tu bois? Un petit rire amer. Depuis 15 ans, depuis la mort de Gabriel. Pourquoi tu ne t'es jamais fait soigner? Parce que je ne méritais pas d'être soignée. J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine. Émilie, j'ai menti, Madame de Varenne. À quel sujet? Surtout. Elle a respiré difficilement. Puis elle a commencé à parler. Ce soir-là, quand Gabriel est mort, ce n'était pas un accident. Mon sang s'est glacé. Qu'est-ce que tu veux dire? Les hommes.
Les créanciers. Ils l'ont tué. Quoi? Ils l'ont trouvé. Ils l'ont battu. Et ils l'ont jeté sur le bord de la route, comme un chien. Les larmes coulaient maintenant sur ses joues creuses. Ils m'ont appelé après. Ils m'ont dit « Ton mec est mort. Tu nous dois toujours 20 000 euros. Si tu parles, on te tue. Si tu vas voir la police, on te tue. Alors tu as fui. Oui, parce que j'étais lâche, parce que j'avais peur, parce que je pensais qu'à moi. Et le corps de Gabrielle? Ils l'ont fait disparaître. Je ne sais pas où, je ne sais pas comment. Elle sanglotait maintenant. J'aurais dû aller voir la police. J'aurais dû tout dire. J'aurais dû... Mais tu ne l'as pas fait. Non, parce que j'avais découvert que j'étais enceinte. Et je me suis dit que si je mourais, Léo mourrait aussi. Alors j'ai choisi. J'ai choisi de sauver mon fils et de laisser Gabrielle pourrir quelque part. Un long silence. Et depuis, je vis avec ça. Chaque jour, chaque nuit, je vois son visage. J'entends sa voix. Émilie, aide-moi. Mais je ne l'ai pas aidée. C'est pour ça que tu bois. Oui, pour oublier, pour dormir, pour ne plus sentir. Ça n'a pas marché. Non, ça n'a jamais marché. J'ai regardé cette femme brisée dans son lit d'hôpital. Cette femme qui m'avait traité de monstre, de mère froide, de juge sans cœur. Cette femme qui avait détruit mon fils. Ou du moins, c'est ce que j'avais cru. Mais maintenant, je voyais la vérité. Émilie ne l'avait pas détruit. Elle avait juste été témoin de sa chute, comme moi. Nous avions toutes les deux échoué, Gabrielle. Chacune à notre façon. Tu as peur de mourir? Ai-je demandé. Non, j'ai peur de vivre. Et Léo? Elle a fermé les yeux. Léo mérite mieux que moi. Il l'a toujours mérité. Il t'aime, je sais. Et c'est ça le pire, parce que je ne mérite pas son amour. Léo est arrivé 10 minutes plus tard. Il avait tellement grandi, presque aussi grand que Gabrielle à son âge. Ses yeux noisettes, sa cicatrice au menton, ses cheveux châtains. Il m'a vue assise près du lit de sa mère. Grand-mère, ce mot. Après 4 ans de silence. Bonjour Léo. Il s'est approché timidement. Maman m'a dit que tu venais parfois à l'école, pour me voir de loin. Mon cœur s'est serré. Oui, pourquoi tu ne m'as jamais parlé? Parce que je ne voulais pas te forcer. Je voulais que tu viennes à moi quand tu serais prêt. Il a hoché la tête. Puis, il s'est tourné vers Émilie. Maman? Émilie a ouvert les yeux. Elle a souri faiblement. Mon chéri, le médecin dit que tu dois rester plusieurs semaines. Je sais où je vais habiter. Émilie m'a regardé. Dans ses yeux, j'ai lu une supplique silencieuse. Tu peux venir chez moi, ai-je dit. Si tu veux. Léo a hésité. Puis il a hoché la tête. D'accord. Ce soir-là, j'ai ramené Léo chez moi. Il s'est installé dans l'ancienne chambre de Gabrielle. Et pour la première fois depuis 15 ans, cette maison n'était plus vide. Émilie est restée 3 mois à l'hôpital. Son foie était détruit. Elle avait besoin d'une transplantation. Mais les médecins disaient qu'elle n'était pas prioritaire. Trop de dégâts, trop de rechutes. Elle était seule dans cette chambre blanche, sans amis, sans famille. Juste moi et Léo. Nous venions la voir chaque semaine. Léo lui parlait de l'école, de ses amis, de sa vie. Et moi, je l'écoutais respirer, lentement, difficilement. Un jour, alors que Léo était sorti chercher un café, Émilie m'a regardé. Vous aviez raison. Sur quoi? Sur tout. J'ai gâché sa vie. J'ai gâché la mienne. J'ai tout perdu. Tu n'as pas tout perdu. Tu as Léo. Plus pour longtemps. Ne dis pas ça. Elle a souri tristement. Vous savez ce qui est drôle? Non? Vous m'aviez jugé. Vous m'aviez méprisé. Et aujourd'hui, vous êtes la seule personne au monde qui vienne me voir. Parce que je ne te juge plus. Ah, pourquoi? Parce que j'ai compris que nous étions pareilles. 2 femmes qui ont aimé le même homme. 2 femmes qui l'ont perdu. 2 femmes qui ont essayé de survivre comme elles pouvaient. Des larmes ont coulé sur ses joues. Je suis désolée. Pour tout. Je sais. Est-ce que Gabrielle m'aurait pardonné? J'ai pris sa main froide et tremblante. Oui, Émilie, il t'aurait pardonné. Parce qu'il t'aimait. Elle a pleuré. Longtemps. Et moi, je suis restée là, à tenir sa main. Parce que c'était tout ce que je pouvais faire. Émilie est morte 3 semaines plus tard, un matin de février, seule dans sa chambre. Léo et moi étions en route pour l'hôpital quand on nous a appelés. Je suis désolée. Elle est partie il y a 1 heure. Léo a pleuré dans mes bras. Et moi, j'ai regardé par la fenêtre de la voiture. Le ciel gris, la pluie fine, les rues vides. Et j'ai pensé à cette phrase qu'Émilie m'avait dite des années auparavant. Vous ne savez pas ce que c'est de tout perdre. Mais elle avait tort. Je savais. Parce que moi aussi, j'avais tout perdu. Mais la différence, c'est que j'avais appris à reconstruire. Émilie, elle, n'en avait jamais eu la force. Elle avait passé 15 ans à fuir,
à boire, à se punir, et finalement, la vie lui avait rendu ce qu'elle lui avait donné. La solitude, le regret, la ruine, pas par ma main, pas par vengeance, mais simplement parce que c'est ainsi que fonctionne le monde. On récolte ce qu'on sème, et Émilie avait semé la peur, le mensonge, la fuite. Alors, elle avait récolté le vide. Aujourd'hui, j'ai 80 ans. Mes cheveux sont blancs comme la neige. Mes mains tremblent quand j'écris. Mes genoux me font mal quand il pleut. Mais mon cœur est en paix. Pour la première fois de ma vie, mon cœur est en paix. Léo a 18 ans maintenant. Il vit toujours avec moi, dans cette grande maison qui n'est plus vide. Il étudie l'architecture à l'université de Lyon, comme Gabriel voulait le faire. Je construirai des maisons avec de grandes fenêtres pour que la lumière entre partout, me dit-il souvent. Et chaque fois qu'il dit ça, je souris, parce que Gabriel vit encore, à travers lui. Ce matin, Léo est entré dans la cuisine pendant que je préparais le petit déjeuner. « Grand-mère, j'ai quelque chose pour toi. » Il m'a tendu une enveloppe. « Qu'est-ce que c'est ?»« Ouvre. » À l'intérieur, une photo d'un bâtiment, un centre d'accueil pour femmes en difficulté, des murs blancs, de grandes fenêtres, un jardin. Léo, c'est mon projet de fin d'année, un centre pour les femmes qui fuient, inspiré du fonds Gabriel de Varenne. Je veux construire des lieux où elles peuvent se sentir en sécurité, où la lumière entre, où elles peuvent recommencer. J'ai regardé cette photo, ces grandes fenêtres qui laissèrent passer la lumière, et j'ai pleuré, pas de tristesse, mais de fierté. Ton père aurait été si fier de toi. Je sais, c'est pour lui que je le fais, pour lui, pour toi, et pour maman. Pour ta maman aussi ? Oui, parce qu'elle a essayé, à sa façon. Elle m'a aimé, et ça, personne ne peut me l'enlever. Il avait raison. Émilie avait été imparfaite, brisée, perdue, mais elle avait aimé son fils, et finalement, c'est tout ce qui compte. Hier, je suis retournée à l'église, pas pour prier, mais pour réfléchir. Je me suis assise sur le même banc qu'il y a 4 ans, et j'ai pensé à tout ce chemin parcouru. Gabriel, Émilie, Léo, moi. 4 vies entrelacées, 4 destins brisés et reconstruits. J'ai pensé à la statue que j'étais autrefois, cette femme froide, rigide, qui jugeait tout et tout le monde, cette femme qui pensait que la justice se trouvait dans les tribunaux. Mais j'avais tort. La vraie justice ne se trouve pas dans les verdicts, elle se trouve dans le temps qui révèle, le temps qui guérit, le temps qui transforme. Il y a quelques mois, j'ai reçu une lettre du capitaine Moreau. Chère Justine, après toutes ces années, nous avons enfin retrouvé des restes humains près de Vienne. Les analyses ADN confirment qu'il s'agit de Gabriel. Les hommes responsables de sa mort ont été arrêtés. Ils purgeront de longues peines de prison. Je sais que cela ne ramènera pas ton fils, mais au moins, tu auras une tombe, un lieu où te recueillir. Bernard, une tombe. Après 19 ans, Gabriel avait enfin une tombe. Nous avons organisé des funérailles. Léo et moi, petites, intimes, juste quelques amis, quelques collègues de l'association. Et devant cette pierre tombale blanche, j'ai lu un texte, le dernier que j'écrirai jamais pour Gabriel. Mon fils, il m'a fallu 19 ans pour comprendre. Comprendre que je ne t'ai pas perdu le jour où tu es mort. Je t'ai perdu bien avant. Le jour où j'ai choisi ma carrière plutôt que toi. Le jour où j'ai dit « pas maintenant ». Le jour où je suis devenue une statue. Mais aujourd'hui, je ne suis plus cette femme. Aujourd'hui, je suis une grand-mère, une bénévole, une femme qui aide d'autres femmes à ne pas faire les mêmes erreurs que moi. Tu vis à travers Léo, à travers son sourire, à travers ses rêves, à travers sa bonté, et tu vis à travers moi, à travers chaque femme que j'aide, à travers chaque vie que je touche. Alors non, Gabriel, tu n'es pas mort, tu es vivant, et tu le seras toujours. Léo a posé sa main sur mon épaule. Il pleurait, et moi aussi, mais c'était des larmes de libération, pas de douleur. Ce soir, assise dans ma véranda, je regarde le jardin, les roses que je plante chaque printemps, le bassin où Gabriel est tombé autrefois, le banc où nous prenions le petit déjeuner le dimanche. Tout est toujours là. Mais tout a changé, parce que j'ai changé. On me demande souvent, à l'association, « Madame de Varenne, comment avez-vous survécu à tant de douleurs ?» Et je réponds toujours la même chose. Je n'ai pas survécu. J'ai appris. J'ai appris que la perfection n'existe pas. J'ai appris que l'amour ne se mesure pas à l'excellence, mais à la présence. J'ai appris que juger les autres, c'est se juger soi-même. J'ai appris que la justice n'est pas une sentence, mais un équilibre. J'ai appris que le temps guérit, mais seulement si on accepte de lâcher prise. Et surtout, j'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour changer.
Jamais trop tard pour devenir la personne qu'on aurait dû être. Il y a quelques jours, une jeune femme est venue me voir à l'association. Elle avait 25 ans, des cernes sous les yeux, un bébé dans les bras. Madame de Varenne, j'ai besoin d'aide. Mon compagnon, il a des dettes, des hommes le menacent. Je ne sais pas quoi faire. Mon cœur s'est serré. Cette femme, cette histoire, c'était Émilie, c'était Gabrielle. Mais cette fois, je pouvais changer l'histoire. Asseyez-vous, ai-je dit doucement. Nous allons tout régler, ensemble. Et pendant que je l'écoutais, pendant que je la conseillais, pendant que je lui donnais les numéros à appeler, les démarches à faire, les refuges où aller, j'ai pensé à Gabriel, et j'ai su qu'il me regardait, et qu'il était fier. Léo me demande souvent « Grand-mère, tu as des regrets ?» Et je réponds « Oui, 1000. Lesquels ? De ne pas avoir dit à ton père que je l'aimais assez souvent, de ne pas avoir passé plus de temps avec lui, de ne pas avoir été plus douce, plus patiente, plus humaine. Mais tu as changé, oui, mais trop tard pour lui. Non, dit Léo avec sagesse, pas trop tard, parce que grâce à ton changement, tu m'as sauvé. Tu as sauvé des centaines de femmes. Tu as transformé la douleur en lumière. Tu crois ? J'en suis sûre. Alors aujourd'hui, assise dans cette véranda, avec mon thé qui refroidit et mes roses qui embaument, je me dis ceci. La vie est un long chemin d'apprentissage. Nous faisons des erreurs. Nous blessons ceux qu'on aime. Nous perdons ce qui nous est cher. Mais ce n'est pas la chute qui compte. C'est ce qu'on fait après. Est-ce qu'on reste à terre, brisé, amer, ou est-ce qu'on se relève, transformé, plus sage ? Moi, j'ai choisi de me relever, pas pour effacer le passé, mais pour honorer ceux que j'ai perdus. Gabriel, Émilie, tous ceux qui ont souffert à cause de mes erreurs. Je me suis relevée pour eux, et pour toutes celles qui, comme Émilie, méritent une seconde chance. Si vous m'écoutez aujourd'hui, si mon histoire a touché votre cœur, sachez ceci, il n'est jamais trop tard. Jamais trop tard pour dire « je t'aime ». Jamais trop tard pour pardonner. Jamais trop tard pour changer. Nos erreurs ne nous définissent pas. C'est ce que nous en faisons qui compte. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Ce soir, avant de me coucher, j'ouvrirai une dernière fois la boîte en bois de rose. Je regarderai la photo de Gabriel, sa montre, ses lettres, et je murmurerai. Si mon histoire aide ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, alors tout cela aura eu un sens. Puis je refermerai la boîte, et je dormirai, en paix, enfin.